voici au pied des terrils, au cœur du Pays Noir. Dans ce numéro, nous allons voir comment les témoins de notre passé industriel sont aujourd'hui devenus des havres de biodiversité. Entrez, c'est ouvert. Hello tout le monde! Ce mois-ci, Virginie nous emmène du côté de Charleroi pour une émission qui pourrait bien changer votre regard sur certains paysages. Nous partirons à la découverte des terris avec Grégory et Martine, deux passionnés qui vont nous montrer comment la nature a repris ses droits sur d'anciens sites industriels pour en faire de véritables trésors de biodiversité. Nous retrouverons également nos deux experts. Georges nous expliquera comment multiplier facilement nos fraisiers. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui rêvent déjà des prochaines récoltes. François, lui, partagera ses conseils pour cultiver de belles tomates en pleine santé. Et puis avec Virginie, nous apprendrons à observer les plantes bio-indicatrices. Ces plantes que l'on croise parfois sans y prêter attention et qui pourtant ont beaucoup de choses à nous raconter sur notre sol. Alors ouvrez grand les yeux, la nature a parfois plus d'un secret à nous révéler. Direction Charleroi. Et croyez-moi, Virginie va vous emmener dans un endroit qui pourrait bien vous surprendre. Là où certains voient encore des traces d'un passé industriel, la nature a déjà écrit une nouvelle histoire. Aux côtés de Grégory, nous allons découvrir comment les terris sont devenus de véritables refuges pour la biodiversité, mais aussi des terres d'accueil pour une étonnante diversité de plantes. Grégory, tu nous emmènes en balade aujourd'hui dans un lieu insolite. On est dans une zone industrielle ici à Farciennes, oui. Plus précisément sur le site d'une ancienne centrale électrique. Oui. Toi, tu as co-créé Vivus, oui. Qui est donc une société, bureau d'études. Raconte un petit peu ce projet. Donc, c'est une société qui est issue de l'Université de Liège et qui a pour objet de développer la nature où on ne l'attend pas et qui fait à la fois des produits végétaux, murs, toits végétaux et des projets biodiversité inspirés de ces milieux. D'accord, la nature, là on ne l'attend pas, c'est joliment dit. Tu es aussi professeur à l'université de Gembloux. Alors aujourd'hui on se balade dans les friches, voilà, ce genre de milieu assez spécial. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant finalement d'un point de vue vraiment naturaliste dans ce genre de lieu? Eh bien, ce sont des lieux extraordinaires parce que ce sont des lieux où la nature se redéploie par elle-même, par rapport à nos paysages où tout est contrôlé, la forêt, la ville, l'agriculture. Et donc ici, on est sur une nature spontanée qui s'exprime par elle-même. Et qui se développe aussi dans un contexte pas évident, puisqu'en sous nos pieds, il y a les reliquats, c'est un ancien terri ici. Oui, donc ce sont des conditions écologiques tout à fait nouvelles, des conditions qu'on ne connaît pas dans nos paysages, et qui donc amènent à avoir une nature nouvelle. Tu vois, des assemblages d'espèces nouveaux. Tu vas voir par exemple des espèces des milieux secs qui vont cohabiter avec des espèces des milieux humides de façon très proche. Et puis c'est aussi un gros potentiel pour la conservation de la nature, puisque dans ces milieux, on va retrouver pas mal d'espèces protégées. Le site sur lequel on est, on a 7 espèces d'amphibiens, donc grenouilles, crapauds, tritons protégés, et on a 4 espèces connues végétales protégées, dont une orchidée. Probablement que si on explorait le site complètement, on en trouverait beaucoup d'autres. Oui, c'est incroyable. Alors qu'on a une image de la friche industrielle qui n'est pas très positive en général. Dans la conservation de la nature, on est vraiment focalisé sur les réserves. Alors que finalement, ce genre de lieux sont tout aussi importants, avec un potentiel énorme en plus en Wallonie. Oui, bien sûr, on n'est pas dans les milieux exceptionnels de nos belles réserves naturelles qu'on a l'habitude de gérer, de restaurer. Mais ici, on a des milliers d'hectares de friches en Wallonie, sur Mons, Liège, Charleroi, 4400 hectares. Et donc, on a une place incroyable pour faire coexister habitation, activité économique, redéploiement économique et nature. On a pu démontrer qu'il y a à peu près 1000 hectares de friches d'intérêt biologique qui n'ont pas de gros enjeux de requalification économique ou de requalification urbanistique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une nature qui est au contact des humains, au contact des habitants. Et donc, c'est aussi des espaces verts gratuits en ville, tu vois. Oui, c'est aussi quelque part donner un nouveau souffle à ces régions, à ces zones, en aménageant des endroits agréables, porteurs de sens, où on peut aussi, où on célèbre le vivant, quelque part. Voilà, célébrer le vivant. Alors ici, le site est totalement abandonné, mais il peut aussi être aménagé pour un accès, des sentiers, des zones de repos et autres. On a 32 hectares au total, donc on a la place aussi
pour en faire un espace vert de qualité, de nature pour les populations. D'accord. Alors on va s'intéresser un peu plus précisément justement aux végétaux qui se trouvent autour de nous, Grégory. Où est-ce qu'on pourrait commencer cette histoire, l'histoire de ce terri? Eh bien écoute, je t'emmène sur une zone où vraiment la colonisation est toute récente et on a une belle diversité d'espèces. Allez, on y va. On y va. Grégory, quand on se penche de plus près sur le sol, c'est incroyable la diversité de végétation qu'on peut observer dans ces lieux. Comment tout ça démarre? Parce qu'on part d'un sol nu quand même au départ. Oui, donc on part d'un sol nu. Alors les conditions peuvent être très différentes. Ici on est sur un terri. Un terri, c'est des résidus de charbon, donc c'est du schiste, d'accord. C'est la contrainte principale, un sol peu structuré, très filtrant, qui peut être très sec. Et puis on a des friches, comme les friches industrielles derrière nous, qui sont des friches où il y a eu de l'activité. On peut avoir par exemple des cocktails de pollution très originaux, avec des hydrocarbures, des métaux lourds, qui sont très contraignants pour la végétation. Et malgré tout, elle arrive à se frayer un chemin là-dedans. Tout à fait. Et à recréer un écosystème. Voilà. Comment ça se passe? Eh bien, donc, il y a des espèces qui peuvent vivre dans ces conditions, qui vont s'installer et elles vont recréer du sol. Tu vois, même sur des dalles de béton, parfois on trouve 5-10 cm de sol, comme ceci, et en recréant du sol, elles créent une opportunité pour d'autres espèces de s'installer, ces espèces un peu plus volumineuses, et puis les premiers buissons, et puis ça va créer des conditions pour les arbres et la forêt qui va s'installer. Ça, c'est la logique traditionnelle. D'accord. Parfois, on a des surprises, des forêts qui s'installent tout de suite. Et on ne sait pas très bien pourquoi. D'accord. Quand on regarde ici autour de nous, qu'est-ce qu'on a par exemple? C'est joli ça, ces petites fleurs, c'est quoi? Voilà, donc ça c'est une espèce de la famille des choux, des brassicacées. Donc ce qui est intéressant ici, c'est tu vois, on a différentes formes végétales. Donc déjà ça donne de la structure à la végétation. Il y a une diversité incroyable aussi. Oui, on doit avoir là, à vue d'œil, sans faire un relevé, on a facilement 20 espèces ici autour de nous. Incroyable. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette diversité, elle va soutenir la diversité animale. Par exemple, les pollinisateurs. Tu vois, cette espèce, il y a des petites fleurs, elle est très bien pour les petits insectes, les mouches, les cirfes. Ceci, qui est un chardon qui va fleurir en été, va faire des grandes une grande plante d'1 mètre de haut, des grandes inflorescences mauves. C'est magnifique pour les bourdons et les abeilles et pour l'alimentation des oiseaux à l'automne. Le chardonneret notamment. Voilà, et ici, on a une plante de la famille des trèfles. Alors ça, c'est buffet pour les bourdons. Ils adorent, ils deviennent fous quand ils ont ça. Et donc, toute cette diversité, elle soutient aussi la diversité, par exemple, des insectes. D'accord. Donc, on voit bien que quand on laisse la place et le temps à la nature, il se passe plein de choses, elle est très créative, elle est très diversifiée. Qu'en est-il de nos jardins? Parce qu'on dit de plus en plus, ah oui, laissez une partie de votre jardin sans tondre, en friche, etc. C'est important ça, Grégory? Oui, c'est important, parce que ce qui va se passer dans le jardin est un peu ce qui se passe ici. Pas exactement de la même façon, on ne part pas d'un sol nu en général, et donc toute cette diversité, elle va se recréer elle-même. Alors on n'est pas obligé que le jardin ressemble à cette friche complètement désorganisée. On peut conduire aussi cette évolution, on peut choisir certaines plantes. Rien n'empêche de privilégier plutôt les fabacées qui vont faire des fleurs mauves, les cardères à l'été, de les conduire un peu en massif, de les garder à certains endroits. Voilà, donc c'est pas un problème. Tu as des paysagistes qui vont travailler avec la nature, qui travaillent beaucoup sur les différentes strates de végétation. Tu en as qui travaillent sur la couleur. Donc il y a quand même toute une conception paysagiste également derrière qu'on peut mettre en place. D'accord, écoute, en tout cas merci de nous avoir éclairés avec ce regard vraiment intéressant, et puis laissons effectivement la place à cette nature spontanée qui est merveilleuse, et puis surtout la Wallonie a tout à gagner à mener une réflexion approfondie sur l'avenir de ces friches qui peuvent être à la fois des lieux d'accueil de l'activité économique, des lieux de loisirs, de détente, et puis des lieux de grande biodiversité. La nature là où on ne l'attend pas. Joli résumé, Grégory. Et on est d'accord avec toi, Virginie, cette phrase mérite d'être retenue. Parce qu'au fond, la nature adore nous surprendre. Et en parlant de petits miracles, dites-moi, qui n'a jamais rêvé d'avoir plus de fraisiers sans devoir en acheter de nouveaux? Bonne nouvelle, Georges va nous montrer comment faire.
Salut Georges. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va, je vois que tu es en plein travail comme toujours. Hein. Oui, comme toujours, certains, oui. Alors je suis super contente parce qu'aujourd'hui avec toi Georges, on va parler de la multiplication des fraisiers. Oui. Hein, c'est vraiment la saison pour se poser la question. Et il y a plusieurs façons de procéder. Oui, ou on les sème, c'est-à-dire par graines, ou alors on prend le stolon. Et c'est la façon la plus simple, et celle qui est à la portée de monsieur et madame tout le monde. D'accord, c'est ce que tu vas nous montrer aujourd'hui. Donc je te suis. Allons-y. Nous voici donc au pied de tes fraisiers magnifiques, Oui. hein, Georges. Alors, c'est quoi un stolon? Eh bien, c'est ceci, c'est cette pousse donc, qui nous vient du pied-mère, Oui. sur lequel il y aura un futur fraisier. Ça se prolonge, il peut même y en avoir un deuxième ou un troisième. Et nous, c'est le premier qui nous intéresse. D'accord. Alors ça, c'est la multiplication donc par stolon, comme tu Oui. viens de dire. Et la fraise se multiplie aussi par graines. La graine, ce sont tous ces petits points que tu vois là-bas. Oui. Ce sont les graines qui sont sur la fraise. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un faux fruit, parce que le fruit en botanique, c'est la graine, évidemment. Et Ah c'est oui. eux qu'on va semer éventuellement. Ok, ça va. Alors au niveau du stolon, comment ça fonctionne justement? Alors, l'idéal, c'est de prendre un pot. On va enterrer le pot. Le pot enterré, on va le remplir de terre. Je mets le stolon, une petite agrafe pour ne pas qu'il voyage. Et on peut faire 2, maximum 3 plants sur un fraisier. Et donc celui-là va rester accroché au plan mère. Oui. Et tu le couperas à un Au moment moment de donné. le planter, je vais le séparer du pied-mère. Je vais pouvoir le prendre et le transplanter. Mes racines n'ayant pas été abîmées, j'aurai une reprise magnifique. C'est ça l'avantage de le mettre en pot. Absolument. À replanter au début du mois d'août pour avoir de belles fraises l'année prochaine. Donc ce stolon, c'est une manière finalement de régénérer la plante mère. Parce que Oui. ces plants-là, tu vas les utiliser 2-3 ans. Après 2 ans, on les liquide, étant donné qu'après 2 ans, le calibre et la quantité de fruits diminue. C'est ça. Et en plus, le sol s'épuise aussi. Ok. Donc, en les remettant sur une nouvelle parcelle, d'abord, on va avoir de nouveaux fraisiers. D'accord. Le splendides. dernier petit conseil, hein, je vois que tu pailles toujours tes fraisiers, c'est important Oui, ça. ici, ils sont paillés avec du bois broyé. Si vous avez des copeaux de résineux, ça, c'est l'idéal. Ça renforce le goût des fraises et ça évite les limaces. Ah ben voilà. Tout est dit. Donc c'est pas bien compliqué finalement de multiplier ces fraisiers, Georges. Donc, c'est très simple. À vous de jouer. Avec Georges, tout paraît toujours plus simple. Multiplier ses fraisiers, vous avez vu, ce n'est finalement pas si compliqué. Et entre nous, c'est encore plus facile quand vient le moment de déguster les fraises. Mais avant de passer à table, direction le potager. Et oui, la tomate est aussi un fruit. Retrouvons maintenant François pour quelques précieux conseils afin de garder nos tomates en pleine forme. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la culture de tomates. Donc les tomates sont des plantations intéressantes qui restent prisées au niveau du jardinier amateur. Les tomates, il en existe de nombreuses variétés, de nombreuses sortes avec des saveurs, avec des goûts différents. Et de cette façon-là, chacun peut trouver son compte et trouver la tomate qui lui plaît. Tout commence par la plantation, donc là soyez vigilants à utiliser des bons plants de tomates suffisamment robustes et un amendement de sol suffisamment riche en humus et en vie microbienne pour garantir une bonne reprise de la plante et aussi garantir une bonne réserve en eau qui va permettre de bien gérer l'arrosage tout au long de la culture. Une fois la plantation faite, il faudra veiller à apporter suffisamment d'éléments nutritifs aux plants de tomates. Les tomates sont en effet des plantes très gourmandes et elles valorisent très bien les apports de matière organique. Donc il est important d'appliquer un bon engrais organique qui aura une décomposition progressive sur 100 jours qui va permettre à la tomate d'être nourrie. Ici, au mois de juin, si les tomates ont été plantées relativement tôt, on peut se permettre d'appliquer une deuxième fois un engrais organique. La particularité de cet engrais est qu'il contient une formule qui contient aussi bien des éléments nutritifs, à savoir l'azote pour le feuillage, le phosphore pour un bon développement des fleurs et la potasse pour un bon développement des fruits par après. Mais cet engrais contient également du calcium. Parce qu'une tomate qui manque de calcium ou la disponibilité en éléments calcium n'est pas suffisante, la tomate peut avoir le symptôme de nécrose apicale ou aussi appelée maladie du cul noir. Donc il s'agit en fait d'un manque de calcium donc qui se traduit par des taches brunes à la base de la tomate et qui crée donc des problèmes au niveau de la récolte. Un des gros problèmes dans la culture des tomates est l'infestation du haut mildiou. Donc le mildiou, c'est un champignon qui infecte les plantes avec des spores et qui, en peu de temps, peut ravager complètement un plant de tomates où les feuilles dessèchent. Et donc on n'aura plus de photosynthèse et on aura un manque évident de production. Donc au départ, ça se manifeste par des taches brunes, aussi bien sur les feuilles que sur les tiges. Et par après, on voit apparaître à l'arrière des feuilles un petit duvet blanc qui permet d'identifier clairement l'apparition de mildiou.
Afin de gérer correctement les problèmes de mildiou, je vous propose ici le produit qui va vraiment permettre à la plante d'activer ses défenses pour par après résister aux agressions de mildiou. Donc ce produit tout à fait naturel s'appliquera en période de végétation, donc souvent dès le mois de juin quand la plante est encore saine. On veillera à faire au minimum 3 applications à environ 1 semaine d'intervalle. Application donc foliaire à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un petit spray à main. Afin d'utiliser au mieux ce produit, il faut faire une dilution donc de 4 ml par litre d'eau que l'on va appliquer sur la surface foliaire de ces tomates. Les traitements se poursuivront au cours de la saison tant que les conditions sont propices à l'infestation du mildiou, c'est-à-dire quand on a une humidité importante au niveau du feuillage et des températures qui se situent au minimum entre 16 et maximum 25 degrés. Et n'ayez aucune crainte par rapport à la date de récolte parce qu'il n'y a aucun résidu et aucun problème de récolter des tomates qui ont été traitées précédemment avec cet activateur de défense naturelle. Au fond, c'est un peu comme nous. Quand une plante a renforcé son immunité, elle est naturellement mieux armée pour faire face aux petits tracas du quotidien. Merci François pour tous ces conseils. Et maintenant, retour dans la région de Charleroi. Virginie retrouve Martine sur le site du Martinet, un ancien site minier devenu aujourd'hui une magnifique réserve naturelle. Une histoire que Martine connaît particulièrement bien puisqu'elle habite au pied du terri et participe activement à sa préservation. Le jardin impénétrable, j'adore. Oui, voilà. Virginie, bienvenue dans mon jardin. On est passé par une porte végétale. On doit se baisser pour rentrer dans mon jardin en signe un peu d'humilité. Humilité, j'aime bien ce mot-là, parce que bon, il vient du mot humus et humanité, dérivé d'humanité. Donc on rentre modestement dans mon jardin. Et quand on entre dans ton jardin, ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve au pied de ce magnifique terril, le terril du Martinet. Hein. Et donc tout ton jardin est un peu inspiré de ce terril. Tu vas nous montrer ça de plus près, hein, Martine ? Oui. Martine, quand on se promène dans ton jardin, ce qui frappe en fait, c'est de voir à quel point la nature s'exprime librement. On voit cette haie de lierre qui est bien touffue, on voit les arbres qui ne sont pas trop contrôlés. Tu n'interviens pas beaucoup finalement, tu laisses les choses faire. Oui, j'aime bien d'avoir un jardin en libre évolution, mais tout en regardant, j'observe beaucoup comment les plantes se comportent dans mon jardin, parce que bon, le jardin, il est en interaction avec le petit terri, donc j'aime bien de voir quelles sont les plantes qui viennent aussi envahir mon jardin, les vagabondes, comme j'aime à les appeler, et comment elles se comportent par rapport au jardin qui est en libre évolution, mais j'observe beaucoup. Tu as un exemple de plante là qui se balade du terri jusqu'ici? Oui, mais le fraisier, le petit fraisier des bois, on retrouve un tapis de petites fraises des bois sur le grand terri, et ici, il est dans mon allée de jardin, en bordure comme ça, collé au mur parce qu'il fait bien chaud. Donc il y a tout un tapis de petites fraises des bois qui se propagent par stolon chaque fois. Tu accueilles aussi les plantes qui se dispersent d'un jardin à l'autre, qui traversent les clôtures. Oui, tout le monde est le bienvenu. Oui, ça aussi. Le figuier, qu'on retrouve un peu dans tous les jardins ici. C'est un voisin qui fait des boutures et il en distribue avec grande générosité. Il en distribue, donc, et ça donne un petit air méditerranéen, les figuiers. Là, il a une superbe feuille en plus, et puis ces petites prunes là, ces petites figues. C'est une sorte de jardin collaboratif, en fait, on pourrait dire presque. Hein, tu collabores avec la nature, avec le terri, avec les voisins, avec ce qui vient. Oui, partagé et généreux. C'est ça. Et généreux. Au niveau des oiseaux aussi, c'est un jardin partagé, quoi. Et quand tu parles justement d'oiseaux, il y a un projet qui t'a tenu fort à cœur, c'est celui de faire revenir les martinets sur le terri du même nom. Oui. On peut peut-être aller voir là-bas. Très bonne idée. Ça plus près, non? Très tu nous emmènerais là? Oui, avec plaisir. Allez, je te suis. Oui.
Martine, tu nous as emmenés ici de l'autre côté du terri. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'on parle ici du pays noir alors que tout est vert. Ah oui, non, les deux terris ont été recolonisés par une végétation luxuriante. Il y a une couverture arborée qui est tout à fait exceptionnelle. Et donc, on est en plein dans la biodiversité. Alors, tu me parlais des martinets, des hirondelles. J'imagine que les nichoirs que vous avez installés, c'est ceux-là? Oui, un petit groupe de bénévoles. Nous avons fabriqué des nichoirs pour les martinets. Et là, on a mis des nichoirs pour les hirondelles de fenêtres. Eh ben, croisons les doigts pour qu'elles reviennent alors sur le terri qui porte leur nom. Oui. Tu parles d'initiatives citoyennes. Toi, Martine, tu es particulièrement engagée pour ces terris puisque tu es ambassadrice du projet Destination Terri, qui est un projet transfrontalier. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet? Mais il s'agit en tant qu'ambassadeur et ambassadrice de faire reconnaître les terris par des visites guidées notamment, par toutes sortes d'animations et des visites guidées sur des thématiques. Par exemple, moi c'est la lecture du paysage industriel, décrypter comment fonctionne une friche industrielle, minière, et puis aussi par exemple l'aspect aussi arbre qui m'intéresse beaucoup, la lecture du paysage. D'accord, c'est vrai que c'est important de s'impliquer comme ça pour son pays et c'est un projet qui dépasse les frontières belges, parce que vous collaborez avec le nord de la France aussi. Oui, c'est ça. L'idée aussi, c'est d'amener un tourisme vert, un tourisme durable sur les terris. Oui, c'est ça. C'est vraiment de le faire en fonction de la biodiversité, de ne pas déflorer des sites comme ceux-là où il y a une belle biodiversité et on observe cette biodiversité. Donc, le but, justement, par le tourisme durable, c'est d'avoir une expertise par rapport à la faune et à la flore et à la vie faune qui se trouve sur ces terris, qui est tout à fait particulière, insolite et très intéressante parce qu'elle nous parle évidemment du passé, mais elle nous interpelle sur le présent et sur l'avenir. C'est ça, finalement, vers quoi on conduit ces territoires assez uniques. Alors, si comme Martine, vous êtes curieux de nature, si vous avez envie de découvrir ces terris autrement et vous impliquer, pourquoi pas, dans leur évolution, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet du projet Destination Terri. Il y a plein d'activités tout l'été, de belles activités qui s'annoncent. Et puis Martine, un grand merci de nous avoir partagé ta passion. On la sent bien vivante en tout cas. Et merci à vous. Avec grand plaisir. Il y avait les fraisiers de Georges et les fraises des bois de Martine. Décidément, cette émission a un petit goût de nature gourmande. Mais ce qui pousse autour de nous peut aussi nous rendre de précieux services. Alors regardez bien votre jardin. Certaines plantes ont peut-être déjà commencé à vous parler de votre sol sans que vous le sachiez. Retrouvons Virginie pour découvrir les plantes bio-indicatrices. Dis-moi ce qui pousse chez toi et je te dirai ce qu'il y a sous tes pieds. Certaines plantes nous donnent des indications précieuses sur la nature de notre sol. Ce sont les plantes bio-indicatrices. Il faut savoir que dans le sol, il y a des milliers de petites graines qui sont là en dormance et qui attendent de pouvoir germer. Elles attendent quoi? Les conditions idéales, c'est-à-dire un climat qui change, des pratiques en surface qui changent, etc., qui font qu'à un moment donné, tout sera réuni pour leur permettre de se déployer de manière totalement spontanée. C'est donc intéressant de les observer parce qu'elles vont nous donner toutes sortes d'indications sur ce qui se passe dans notre sol, sa dynamique, sa structure, sa vie microbienne, etc. Quand on regarde mon jardin, on voit très vite qu'il y a énormément de renoncules rampantes, ces fameuses petites fleurs jaunes. On voit aussi du trèfle blanc. Ce sont des plantes en fait qui indiquent un sol humide, compacté, qui a été bien fertilisé, qui est riche en matière organique. Et c'est pas étonnant puisqu'avant ce terrain était une pâture où des animaux venaient brouter, et donc ils ont piétiné, ils ont enrichi, nourri ce sol. L'ortie par exemple est aussi une indicatrice d'un sol très riche en azote. Et puis il y a d'autres plantes qui vont témoigner d'un sol bien structuré, bien équilibré, comme le plantain lancéolé par exemple. On a aussi le mouron blanc, si vous l'avez chez vous c'est super bon signe parce qu'il indique un sol parfaitement en équilibre. C'est le must du must. Et puis encore d'autres exemples, le géranium herba robert qui témoigne d'un sol très riche en matière organique. On a aussi les plantes qui révèlent un sol acide, comme les fougères aigles ou les bruyères. Enfin bref, il y a énormément d'exemples. Donc ça vaut vraiment en fait le coup de prendre le temps d'observer son terrain et de connaître les propriétés de cette plante. Ça nous permet ensuite de corriger le tir. Tiens, j'ai un terrain trop compacté, je vais pouvoir l'aérer avec ma grelinette par exemple. Tiens, j'ai un terrain qui est trop fertilisé, je vais arrêter évidemment d'y mettre de la matière organique, etc. Donc ouvrons l'œil et écoutons ces petites fleurs qui ont plein de choses à nous dire.
Et voilà qui clôture cette nouvelle balade au cœur de la nature. Merci Virginie pour toutes ces découvertes. Merci à Grégory et Martine pour leur passion et leur engagement. Merci également à nos experts Georges et François pour leurs précieux conseils. Et surtout, merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à prolonger l'aventure sur Facebook, YouTube et Instagram. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres et toujours autant de nature. À très bientôt et d'ici là, gardez les yeux ouverts, la nature a encore beaucoup de choses à nous raconter. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner un fongicide pour éliminer naturellement le mildiou, ce champignon qui s'attaque aux tomates et aux pommes de terre. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Comment s'appelle la réserve naturelle au fond du jardin de Martine ? Envoyez-nous votre réponse à concours@canalzoom.be ou par message privé sur notre page Facebook. Bonne chance!